Bonsoir à tous, bienvenue sur le club politique du Figaro, tous les lundis soirs, 22h30, sur le canal 34 de la TNT. De quoi va-t-on parler ce soir? Évidemment, de la difficile négociation du budget au Parlement. Les députés ont eu beaucoup de mal à se mettre d'accord la semaine dernière sur la première partie du budget. Qui est responsable du blocage? Ça va être la première question qu'on va se poser ce soir. On va parler également du socle commun autour de Michel Barnier. Combien de temps ce fragile attelage autour du Premier ministre peut-il tenir? Et puis, dernier thème, autour de la présidentielle, c'est un thème récurrent dans ce club politique. La course à la succession d'Emmanuel Macron qui est déjà lancée, un président affaibli et des successeurs qui ont déjà les dents longues. Et ça sera le troisième thème de notre émission. C'est parti pour une nouvelle émission du club politique. Alors bonsoir à tous, bonsoir à tous mes invités. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Julie Ruiz, qui est journaliste au service économie du Figaro, qui a l'honneur de suivre avec Wally Bordas, qui est aussi présent ce soir, les débats budgétaires au Parlement européen. Wally Bordas, donc notre correspondant parlementaire, qui est là jour et nuit à l'Assemblée nationale ces derniers jours pour nous raconter dans le détail ces débats épiques parfois. Vous allez nous raconter sur le budget. John Tinsett, journaliste au service politique du Figaro. Et puis Anne-Charlotte Bézina, qui est notre invitée d'honneur ce soir, constitutionnaliste, maître de conférence en droit public, qui publie cette semaine, je vous montre, cette constitution qui nous protège aux éditions XO. Alors finalement c'est une revue des différents articles de la Constitution, commentée par vos soins. Et c'est vrai que on en a beaucoup parlé de la Constitution ces derniers temps. Merci d'être présente parmi nous ce soir. Et on commence l'émission évidemment par l'actualité des derniers jours et du week-end. Les députés qui ne sont pas parvenus à aller au bout de l'examen de la partie recettes, c'est comme ça qu'on l'appelle, du budget, qui s'est interrompu samedi soir. Wally, vous étiez sur place jusqu'à tard ce week-end à l'Assemblée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très simplement, de façon très pédagogique, ce qui s'est passé la semaine dernière à l'Assemblée sur ce budget? Écoutez, très simplement, on n'est pas sorti de l'auberge pour ce budget, où effectivement on avait les débats sur la première partie, donc il y a deux parties sur le budget, sans compter le budget de la sécurité sociale, qui est un autre texte, qui était le budget recettes. Donc les débats ont commencé lundi et se sont terminés samedi, avec encore plus de 1500 amendements à examiner, donc énormément de retard. Le texte reprendra d'ici un petit peu plus d'une semaine à l'Assemblée, ce qui finalement crée un espèce d'embouteillage de textes à l'Assemblée nationale, sachant que les députés n'ont que 40 jours pour rendre l'ensemble de ce budget. Donc ça va être compliqué. Vous posiez un petit peu tout à l'heure en préambule la question de qui a occasionné ce blocage finalement au Palais Bourbon. Un peu tout le monde. Alors votre avis, un peu tout le monde. Il y a eu énormément d'amendements à gauche comme à droite, un petit peu moins du côté du Rassemblement national. Je pense que la situation inédite qu'on vit à l'Assemblée nationale, avec une Assemblée découpée en 3 blocs, est une situation qui occasionne, je pense, ce type de blocage, parce que chacun a envie de faire entendre sa voix. Ça a été le cas la semaine dernière, on y reviendra plus en détail, je pense. C'est ce qui, je pense, crée cette espèce de lenteur dans les débats qui ne s'est pour l'instant jamais vu sous la Ve République sur le budget. Alors ce qui est sûr en effet, c'est que chaque camp se renvoie un peu la balle, la responsabilité. On va écouter Manuel Bompard qui était ce matin sur France Inter. Et alors lui, évidemment, il accuse le gouvernement et la nouvelle majorité. Le gouvernement ne veut pas discuter. On voit bien qu'il a une stratégie de laisser pourrir la discussion. Vous savez, la moitié des amendements qui ont été déposés dans cette discussion l'ont été par des soutiens du gouvernement. Donc c'est quand même bien la preuve que le gouvernement a l'intention de gagner du temps pour à la fin, sans doute, utiliser les délais constitutionnels pour nous mettre au pied du mur d'accepter ce budget. Nous ne le ferons pas, c'est clair, sauf s'il est tellement transformé qu'il correspond à un budget qui est un budget juste, mais qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors on l'entend, Manuel Bompard, il semble parler d'obstruction de la part du gouvernement. Est-ce que c'est vraiment le cas, ou est-ce que finalement le vrai problème, c'était pas l'absentéisme d'un certain nombre de députés dans l'hémicycle? Il y a un peu des deux. Obstruction, j'irai pas jusque-là, mais
on va dire que les deux camps qui composent, les deux principaux camps qui composent la majorité très relative, donc à la droite les Républicains et les macronistes de Gabriel Attal, autour du groupe de Gabriel Attal, ont posé quand même pas mal d'amendements qui ne vont pas forcément dans le sens de ce qu'a proposé le gouvernement dans son projet de loi, parce qu'eux ont certaines choses à faire valoir. La plupart sont contre les augmentations de la création de taxes. Mais ça, finalement, c'est le débat parlementaire. C'est le débat parlementaire, exactement. Mais en fait, de coutume, la majorité fait plutôt profil bas pendant les débats sur le budget. Elle va plutôt dans le sens du gouvernement. Mais étant donné que là, la majorité, elle n'est pas forcément d'accord avec le budget qui est proposé, elle est très composite, elle fait beaucoup plus entendre sa voix. C'est la fameuse majo-opposition dont on parle beaucoup depuis un certain nombre de semaines. Exactement. C'est donc obstruction parlementaire, pas vraiment. Débat, assurément. Moi, j'ai trouvé franchement les débats de fond très intéressants. Avec des vraies oppositions gauche-droite, pour le coup. Et le RN se situant quand même plutôt étonnamment du côté de la droite et sauvant la mise à plusieurs reprises au gouvernement contre la gauche menée par les Insoumis. Donc non, franchement, finalement, on s'attendait à des débats très musclés, avec beaucoup d'incidents de séance, de débordements. Je trouve que ça n'a pas été le cas et qu'on s'est concentré sur le fond. Alors Anne-Charlotte Bézina, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc les débats vont reprendre le 5 novembre, donc après l'examen du PLFSS qui a lieu cette semaine. Qu'est-ce qui se passe? Que prévoit la Constitution si jamais les députés n'arrivent pas à voter le budget à temps, dans le temps qui leur est imparti? Alors la Ve République, elle est pour ça une république de rupture, c'est-à-dire qu'on a connu dans l'histoire des budgets qui mettaient tellement de temps à être adoptés qu'on dépendait des arrangements des uns et des autres. Et au fond, la logique, elle est exécutive. L'article 47 de notre Constitution ne souffre aucun doute. S'il n'y a pas eu de parlementaires qui se sont prononcés, alors tout est dans le mot prononcé, mais a priori, s'il n'y a pas eu de vote, eh bien, le gouvernement peut prendre le budget par ordonnance. Alors, c'est violent. Ça signifie que c'est un texte complètement exécutif, que, en quelque sorte, la discussion parlementaire aurait pu ne pas avoir lieu sans que cela pose problème. Encore une fois, si toutefois cela devait avoir lieu, il faudrait que le Parlement ne se soit pas prononcé, non pas qu'il ait rejeté le texte. Donc, il y a quand même une nuance. Je ne suis pas sûre qu'on en arrive à ce cas ultime, mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a en tout cas des outils pour essayer d'éviter qu'on ait ce qu'on peut appeler aux États-Unis le shutdown en France, et donc on aura de toute façon un budget pour fonctionner. Néanmoins, ce qu'il faut dire, c'est que cette idée de l'article 47, elle est souvent vécue comme une brutalisation. Or, depuis la Ve République, l'idée qu'on ait installé des délais comme ça, c'est une manière de rationaliser un petit peu ce débat sur le budget. Vous avez parlé de vraies oppositions idéologiques, elles sont possibles dans ce temps-là. Notre Parlement est rompu en réalité à cet exercice. Chaque année, ça se passe avec la théâtralisation des uns et des autres, mais sans véritable heurts. Donc, ce qu'il faut essayer d'arriver à faire comprendre aux citoyens, c'est qu'il n'y a pas de brutalisation dans l'idée d'avoir 70 jours. Il faut simplement arriver à ce que majorité et opposition ne fassent pas un échec commun, c'est-à-dire finalement des amendements d'obstruction de part et d'autre, une majorité qui ne soutient même plus sa base, au point qu'on en arrive à l'obligation de la brutalisation pour pouvoir avoir quelque chose d'efficace. Donc, c'est vraiment ça, la logique de la Constitution. Et puis, normalement, les choses devraient reprendre leur cours sur une discussion rapide sur les recettes, mais ensuite assez difficile, j'imagine, aussi sur les dépenses. Donc le plus dur est peut-être à venir. Alors, on a vu la semaine dernière le NFP qui a voulu colorer ce budget, c'est le moins qu'on puisse dire, avec un certain nombre d'amendements et de victoires d'ailleurs politiques sur le gouvernement, il faut le dire. La gauche qui est notamment parvenue à faire voter un impôt sur le patrimoine des milliardaires, une contribution exceptionnelle sur les dividendes des entreprises du CAC 40 et j'en passe. C'est un peu la foire aux impôts, Julie Ruiz. Ça a été effectivement la foire aux impôts en commission déjà, parce que la commission des finances qui examine le budget, on a vu énormément d'amendements, ils ont été là pour le coup au bout, ils ont tous été discutés, ils ont tous été votés, et donc certains
ont été votés des amendements, disons-le, effectivement très colorés à gauche, et tant et si bien en réalité que les majorités même qui avaient fait voter ces augmentations de fiscalité, très souvent effectivement sur les grandes entreprises, sur les plus aisés, etc., ne se retrouvaient plus dans le texte à la fin, puisque le texte a été rejeté en commission. C'est donc le texte initial, le texte du gouvernement qui s'est retrouvé en séance, qui est encore en cours d'examen, comme ils ne sont pas parvenus en séance à aller au bout des amendements, des modifications proposées par tous les groupes. Et là, on voit effectivement se dessiner une tendance qui est un petit peu la même que celle qu'on avait vue en commission, bien qu'un petit peu édulcorée, où voilà, le MoDem, par exemple, peut voir ses amendements votés par le NFP, le RN, de son côté, vote un petit peu indifféremment tout ce qui lui plaît, et donc on voit aussi parfois, et je pense qu'on va en parler, le socle commun, donc LR. Ce sera la deuxième partie de notre émission. C'est tout à fait, tout à fait, mais qui du coup vote contre le texte présenté par le gouvernement. Donc on voit là se dessiner effectivement des majorités. Après, comme on le disait, on ne sait pas ce qui va advenir des modifications qui sont faites en ce moment en séance, parce qu'on voit mal comment ce texte pourrait être voté simplement par les députés. C'est ça, mais alors John Titchett, la question c'est est-ce que finalement tous ces amendements et cette course en avant pour plus d'impôts, c'est pas un cadeau qui est fait au gouvernement, puisque le gouvernement aujourd'hui peut dire regardez, la folie fiscale, elle vient pas de nous, elle vient de la gauche, du RN, de tous nos opposants. C'est vrai que le gouvernement aurait beau jeu de dire ça, mais en même temps, le gouvernement est à la recherche d'économies, puisqu'on sait que les finances publiques sont dégradées, que le déficit public devrait en 2024 dépasser les 6%, on l'estime autour de 6,1, 6,2, je parle sous le contrôle de Julie, mais la question qui va maintenant se poser pour le gouvernement dans les prochaines semaines, c'est 49.3 ou pas 49.3, puisqu'on se rappelle que les deux précédents budgets avec une majorité relative macroniste, mais qui n'était déjà pas très solide, avaient été passés via un 49.3, et ça avait beaucoup marqué au fer rouge, notamment Elisabeth Borne, qui avait dû être à la tâche sur les budgets 2022-2023. Là, vu la situation parlementaire, on estime que le 49.3 semble assez inévitable, d'autant que hier, le RN a annoncé qu'il voterait contre. Donc, cet article constitutionnel semble assez inévitable. Et en même temps, Anne-Charlène Bézina, il n'y a pas de majorité alternative, Julie l'a dit, pour voter un autre budget, puisque, on l'a vu en commission, le budget qui avait été largement retouché par le NFP a été retoqué. On peut imaginer qu'un budget identique serait aussi, lui aussi retoqué en hémicycle. Donc, est-ce que le 49.3, finalement, est si indispensable que ça pour le gouvernement ? Alors, il y a une question qui se pose, c'est de toute façon, qui arrivera à travailler avec qui, qu'il s'agisse du budget ou de n'importe quelle autre loi ? Parce que quand on a eu une issue des urnes le 7 juillet, on pouvait d'ores et déjà considérer que, sauf 49.3, arriver à mettre d'accord ces 11 groupes, record du monde de la Ve République, ça allait être quand même quelque chose de compliqué. Et on le voit puisque tout le monde propose des choses, mais jamais pour aller dans le sens de quelqu'un d'autre. Donc, en quelque sorte, on est là avec des colorations qui sont dignes véritablement d'un blocage type 4e République. Donc, le 49.3 a au moins le mérite d'exister, c'est-à-dire que dans cette période où on pourrait imaginer qu'au 1er janvier, on n'ait même pas l'argent pour percevoir les impôts, eh bien, l'idée d'en arriver au 49.3, c'est aussi une manière de sécuriser un vote. Attention, il y a 49.3 et il y a 49.3. C'est-à-dire, on peut avoir le 49.3 type Borne, avec cette idée d'un texte gouvernemental repris presque à l'identique, on a discuté pour rien, et un 49.3 type Rocard, peut-être un petit peu plus à l'initiative de ce qu'a dit Michel Barnier dans son discours de politique générale, et qui consisterait à reprendre certains des amendements, mais comme vous le disiez, pas trop colorés, ni à gauche, ni à droite, ni à l'extrême, mais peut-être essayer de nourrir un peu la discussion. Alors Wally, puisqu'on charge des responsables de ce blocage, on n'en a pas encore parlé, mais est-ce que finalement le responsable, c'est pas Emmanuel Macron ? Parce que là, on dit, c'est de la faute du NFP, c'est de la faute de Michel Barnier, etc. Mais le premier responsable, est-ce que c'est pas finalement le président de la République qui a décidé de dissoudre, se retrouve à l'origine de cette situation politique évidemment inextricable, et a mis 2 mois à nommer un Premier ministre, et donc c'est autant de retard qui a été pris sur la négociation de ce budget. Oui, tout à fait. En plus, je vous donne la réponse en vous posant la question, mais qu'est-ce que vous en pensez ? Aujourd'hui,
concrètement, on ne peut accuser personne à l'Assemblée nationale d'être dans le blocage. Chacun est dans son rôle. La gauche propose des augmentations d'impôts, la droite propose de la baisse de la dépense publique, le centre essaye de se dépatouiller au milieu de tout ça, et les premiers embêtés, ce sont les macronistes eux-mêmes. Ils ne peuvent même plus défendre leur président de la République. Franchement, si vous voyez des macronistes, ils ne sont pas nombreux encore à citer Emmanuel Macron. Ouais. Enfin, voilà, aujourd'hui, on en parlera après, mais eux, ils nous parlent de Gabriel Attal, les LR, ils nous parlent de Laurent Wauquiez, mais il n'y a plus personne aujourd'hui pour défendre Emmanuel Macron. La dissolution de l'Assemblée nationale a été vécue comme une véritable trahison dans son propre camp. Et aujourd'hui, il n'y a plus personne pour être solidaire. Donc très clairement, Emmanuel Macron est le principal responsable de la situation très compliquée que vit l'Assemblée nationale et le pays aujourd'hui. Julie Ruiz, j'ajoute peut-être une autre part de responsabilité qui concerne évidemment le déficit qui a été largement creusé. Il est passé de 4,4 à 6,1% du déficit. On parle, je crois, même de 100 milliards d'euros creusés en 9-10 mois. C'est monumental. Est-ce que... alors, il y a une commission d'enquête qui va se constituer. C'est la commission des finances de l'Assemblée qui va se constituer en commission d'enquête. On parle beaucoup de Bruno Le Maire, mais finalement, qu'est-ce qui peut déboucher de cette commission d'enquête? Est-ce qu'il y a des responsabilités qui vont être établies? S'il y a des responsabilités, à mon sens, ce sera des responsabilités en fait politiques, parce qu'on dit effectivement un creusement du déficit de 100 milliards, c'est un creusement par rapport aux prévisions. C'est-à-dire que, je ne vous apprends rien, la France est engagée auprès de Bruxelles, il y a des règles européennes, nos déficits doivent être à un certain niveau, nommément en dessous des 3%, et donc, c'est un petit peu traditionnel en France. Chaque gouvernement arrive et dit à la fin du quinquennat, on sera en dessous des 3%. Il s'avère qu'au début du quinquennat, du premier quinquennat Macron, on y était. On n'y est plus du tout. On est en plein dérapage. Comme le disait John, on va probablement dépasser c'est sûr, dépasser les 6% de déficit d'ici de la fin de l'année, alors que dans notre trajectoire, effectivement, on s'est engagé auprès de Bruxelles à être à 4,4%. Donc c'est cet écart-là qui pose question, en fait. Et parce que, si vous voulez... alors qui est responsable? C'est ça, qui est responsable? C'est notre question du jour. C'est ça la responsabilité politique, parce qu'on peut dire oui, mais ah là là, on a mal regardé les recettes, on a mal prévu les recettes, on a mal prévu les déficits. S'il y a du déficit, et encore une fois, je ne vous apprends rien, c'est tout simplement parce qu'on dépense plus que les recettes qui entrent dans les caisses de l'État. Et donc, si on dépense, c'est pas des pots de vin, c'est pas des dépenses clandestines, c'est simplement des dépenses inscrites dans le budget. C'est des dépenses prévues. C'est souvent d'ailleurs aussi pour le cas du budget de la sécurité sociale des dépenses de guichet. Et donc, c'est à qui la faute? La faute à ceux qui n'ont pas fait la réforme de l'État qui avait été promise par Emmanuel Macron dans sa campagne de 2017, puis avec peut-être un petit peu moins de force en 2022, la faute à ceux qui ne réduisent pas les dépenses et qui baissent les impôts. En fait. Alors il y a une nouvelle solution qui a émergé ce matin, même dans les colonnes du Figaro. Elle vient d'une proposition de Guillaume Kasbarian, le nouveau ministre de la fonction publique. Alors lui, il dit qu'il faut toucher au jour de carence des fonctionnaires. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul jour de carence contre 3 dans le secteur privé. Il dit qu'il est temps d'aligner tout ça. Alors c'est évidemment un tabou. C'est pas le premier à parler de cet alignement et de manière plus générale essayer justement d'aligner le public et le privé. Est-ce que ça peut fonctionner et est-ce que ça permet de gagner de l'argent? Pour faire des économies, effectivement, c'est radical. On ne voit pas comment ça pourrait ne pas marcher. Alors après, c'est la réforme proposée, c'est 2 mesures en fait proposées par Guillaume Kasbarian effectivement dans nos colonnes. C'est donc d'aligner non seulement les 3 jours de carence
ceux du public sur ceux du privé. Et donc ça fait des économies, c'est des jours non travaillés qu'on ne paye pas, donc il y a moins d'argent qui sort. Et de la même manière, c'est aussi de rembourser à 90%, enfin de prendre en charge les arrêts maladie des fonctionnaires, alors avec quelques exceptions comme les affections de longue durée, etc. Mais à 90%, donc effectivement, ça fait des économies et donc ça réduit aussi le nombre et le volume d'arrêt maladie. On l'a vu parce que vous disiez qu'il y a un jour de carence maintenant. C'est assez récent, c'est 2018, et on a vu qu'effectivement ça a fait baisser l'absentéisme dans la fonction publique. Anne-Charlotte Bézina, on parle parfois, il y a certains politiques qui veulent inscrire une règle d'or budgétaire dans la Constitution. Est-ce que c'est une bonne idée selon vous ? C'est un débat qu'on a déjà eu, surtout. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas oublier qu'on a un traité qui s'appelle le traité de stabilité, de coordination et de gouvernance de 2012, qui devait prévoir que la règle d'or soit constitutionnelle. Sauf qu'en réalité, nos pouvoirs publics, à ce moment-là, se sont battus pour que ça soit uniquement au niveau de la loi organique, en disant mais c'est une tradition financière française, on ne va pas inscrire ça dans la Constitution pour l'alourdir de rien. Et en quelque sorte, on a considéré, même le Conseil constitutionnel a considéré que ça aurait la même force contraignante. Sauf que aujourd'hui, on se rend bien compte que on a les politiques qu'on a, et comme vous le disiez, non parce qu'il y a de l'obscurantisme, mais parce que cette narcodépendance à la dépense publique, à la dépense sociale, elle amène à ce que finalement on ait un État libéral qui en plus a sa jambe sociale d'État-providence et qui perd en fait de tous les côtés. Bon, c'est cette exception française qu'il faut arriver à financer, c'est elle qu'il faut arriver à mettre aussi en lumière au regard du sentiment des Français, parce que j'ai l'impression que ce qui ressort vraiment de cette discussion budgétaire-là, c'est que tout le monde se passe la patate chaude et au fond, ça pourrait tout à fait arranger les oppositions que le budget passe par ordonnance ou que le budget passe par 49.3, parce qu'il faut un responsable. C'est le débat d'aujourd'hui, c'est qui est responsable. Et c'est vraiment ce qu'on constate à l'Assemblée nationale, c'est que personne ne veut l'être parce que ce budget sera profondément impopulaire. Alors, il y a à mon avis une tendance qu'il faudrait essayer de peut-être pas accentuer, c'est cette idée de la défiance, c'est-à-dire se dire justement cette chasse aux sorcières. Est-ce qu'il faut aller chercher une forme de pénalisation dans les finances publiques? Moi, je crois qu'il ne faut pas faire dire à la sincérité des finances publiques beaucoup plus de choses que ce qu'elle ne dit à l'heure actuelle, c'est-à-dire on essaye de chiffrer nos dépenses et nos recettes de manière la plus sincère possible au regard des données que nous avons à un instant T. Et les marchés financiers, la crise, les évolutions font que. Donc aujourd'hui, considérer qu'il y a une culpabilité, c'est compliqué, mais dernier élément de spécificité sur ce budget, c'est quand même le seul budget à moitié. C'est-à-dire qu'il a été préparé de janvier à juin par une majorité et il est ficelé, on va dire dans l'automne budgétaire, par une autre majorité. Donc, en réalité, comment se peut-il que quelqu'un s'identifie à ce budget complètement ? C'est là, je crois, le paradoxe de la cohabitation, de la majorité-opposition qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un budget qui ne trouve pas son identité et qui ne trouve que des opposants, un peu comme on l'a vu dans l'été avec la consultation pour savoir qui serait Premier ministre. Tout le monde nous a dit « je ne veux pas travailler avec celui-là, les lignes rouges sont celles-ci », mais voilà, quand arrivera-t-on à travailler ensemble ? Il est temps, on est un petit peu face au mur et je pense qu'il faudrait qu'on le grimpe par le haut. Alors travailler ensemble, c'est justement la ligne qui est normalement celle du socle commun autour de Michel Barnier, la droite et les macronistes notamment, et c'est pas un long fleuve tranquille au sein de cette coalition gouvernementale. On a vu les députés MoDem notamment qui participent à la coalition gouvernementale, qui sont opposés à plusieurs mesures phares du budget Barnier. On écoute d'ailleurs Marc Fesneau, qui est le patron du groupe MoDem, qui se justifie sur ces votes. Dès que vous êtes parlementaire et que vous dites « j'ai une idée », on vous dit « ah non, ça n'est pas l'idée du gouvernement ». Mais où on est en régime parlementaire, où on dit qu'on n'est pas en régime parlementaire, il n'y a pas de majorité dans cette Assemblée. On voit bien qu'il y a une majorité qui est très instable. J'ai entendu l'appel du Premier ministre qui a dit « je suis prêt à co-construire ». Co-construire, c'est la position du gouvernement n'est pas celle des parlementaires à l'Assemblée. Il est normal que nous n'ayons pas tous le même point de vue. Je n'ai pas le même point de vue que sur un certain nombre de points que les LR. Est-ce que c'est un drame ? C'est comme ça que ça marche dans tous les pays du monde démocratique. Alors John Timsit, franchement, avec des alliés comme ça, Michel Barnier n'a pas vraiment besoin d'ennemis. C'est l'impression que ça donne. Mais je vais reprendre votre expression. On parle de socle commun. C'est une expression qui a été popularisée par Matignon. Mais j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il y a de socle et qu'est-ce qu'il y a de commun entre les macronistes et la droite ? Parce qu'on a vu que, dès le départ, ce qui s'est passé dans cet attelage un peu fragile, c'est que c'est une coalition, et c'est fondamental, qui s'est construite contre
pas pour. C'est une coalition qui s'est construite contre l'arrivée de la gauche au pouvoir. Ils n'ont pas fait campagne ensemble, ils n'ont pas de culture politique en commun, ils n'ont pas d'histoire commune. Donc forcément, pour bâtir un projet, c'est assez délicat. Et on l'a vu dès les premiers jours, dès les premières semaines de cette nouvelle alliance, on a vu des crispations qui ont été étalées sur la place publique, que ce soit sur les impôts, que ce soit sur l'état de droit, après les déclarations polémiques de Bruno Retailleau, que ce soit sur l'éventualité d'une nouvelle loi immigration. Donc c'est vrai que cette coalition, pour l'instant, tient. Elle est très fragile à voir au fil des débats parlementaires, parce que c'est à l'Assemblée que beaucoup de choses vont se passer, à voir combien de temps est-ce qu'elle peut encore durer. De manière plus spécifique, entre les Républicains et les macronistes, sur le partage des postes clés à l'Assemblée, ça a été extrêmement chaud, Wally. Selon vous, combien de temps ça peut tenir cet attelage ? Ça a été extrêmement chaud, ce qui a donné 2 victoires de rang. Et voilà, alors au final, c'est le NFP qui gagne. Exactement, à la gauche, qui a réussi à rafler une vice-présidence de l'Assemblée et la présidence de la Commission des affaires économiques, avec une insoumise qui a été élue d'un côté et un écologiste de l'autre. Ça a été chaud, mais pour une seule raison, c'est qu'il y a un rapport de force, tout simplement, qui s'est instauré entre Gabriel Attal et Laurent Wauquiez, puis entre, évidemment, Marc Fesneau et Laurent Marcangeli, les 2 autres présidents de groupe de ce socle commun. En vérité, alors oui, c'est difficile, parce que, effectivement, John l'a très bien évoqué, ils ont fait campagne les uns contre les autres. La droite a toujours été dans l'opposition ces dernières années à Emmanuel Macron. Elle a été assez méprisée par Emmanuel Macron et par les macronistes à l'Assemblée nationale. Donc il y a du ressenti, il y a des difficultés à se parler, mais je trouve que tout n'est pas si noir que ça. Les rapports entre Laurent Wauquiez et Gabriel Attal, hormis la mise en scène du rapport de force, ils sont bons. Ils sont bons, c'est 2 personnalités politiques qui parlent le même langage, qui seront sûrement des adversaires un jour, c'est ça, ouais. mais qui savent se parler, qui ont su très bien dealer les postes clés à l'été dernier, en juillet, juste après leur réélection. Donc moi, je pense qu'ils peuvent faire un bout de chemin ensemble. Je pense que ça va tenir quelques semaines, quelques mois. En fait, ça dépendra aussi de combien de temps dure le gouvernement et à quel moment il est renversé. Ce qui peut tendre, je pense, le plus les relations entre les macronistes et les LR, c'est la loi immigration, la fameuse loi immigration qui a été annoncée par Bruno Retailleau, par le gouvernement. Une loi immigration donc, qui serait en gros similaire à celle qui avait été votée sous la précédente législature, donc où le ministre rajouterait tous les points qui ont été censurés par le Conseil constitutionnel et que les macronistes avaient à l'époque voté, enfin en tout cas ceux qui l'avaient voté, parce qu'ils savaient que le Conseil constitutionnel allait les censurer. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il le referait ? Est-ce que LR ne va pas vouloir aller beaucoup plus loin que cette loi immigration ? Un poids lourd macroniste me disait il y a quelques semaines, ça va devenir chaud quand on va parler d'immigration et quand on va se rendre compte que LR et le RN seront plus d'accord que LR et nous. Donc je pense que ça va être le point qui va commencer à tendre et a priori ça devrait arriver début 2025. Vous êtes d'accord, Anne-Charlène Bézina, c'est peut-être plus sur l'immigration, on se souvient des débats extrêmement tendus de la première loi il y a 1 an, que sur le budget que pourrait se jouer une éventuelle censure du gouvernement. C'est sûr que le budget ne me paraît pas être le moment le mieux choisi pour théâtraliser une fin de couple entre ces 2 éléments de la majorité, puisqu'ils ont été assez au fait, dès la constitution du gouvernement, du fait que la première épreuve du feu serait quand même cet automne budgétaire. Oui, je crois que la question de l'immigration, elle va être centrale. Pas eu égard nécessairement au domaine, mais à la manière aussi dont c'est présenté. C'est-à-dire que Bruno Retailleau est clairement en train de jouer un coup de poker. C'est-à-dire, vous l'avez voté il y a moins de 10 mois, vous allez le revoter à l'identique. C'est une forme de chantage, au fond, qui est fait aussi bien au groupe macroniste qu'auprès des LR, en souhaitant reprendre un texte à l'identique de celui censuré. Alors,
D'ailleurs, tous les vices de forme ne se valent pas. Donc, à mon sens, toutes les dispositions ne pourront pas s'y retrouver. Mais il y a quand même cette idée de se dire on va aller sur les cendres de ce qui a été fait pour notamment peut-être mettre à jour cette idée que les LR ont eu le sentiment d'être piégés à l'occasion de cette espèce de débat politico-vaudevillesque qu'a été celui de la loi immigration 2023. Donc nécessairement, l'idée de se dire on va mettre les parlementaires et peut-être même le Conseil constitutionnel au pied du mur, puisque c'est un peu le storytelling de Bruno Retailleau, eh bien, je crois que c'est complètement l'idée de cette loi-là. Est-ce que ça sera le moment pour exploser, pour imploser ? Peut-être aussi qu'il ne faut pas oublier que ce groupe macroniste, c'est la fameuse tendance du moment entre la cohabitation et l'absence de majorité, il est fort. Presque 115 députés, ça signifie quand même peser de tout son poids, c'est-à-dire que les LR seuls, pour le coup, ne composent même pas... Les LR sont moins puissants, en effet, même pas s'ils ont le gouvernement parlementaire. Donc, aller jusqu'au chantage et aller jusqu'au baiser avec les RN, c'est un choix politique qu'ils n'ont pas fait pendant les législatives, puisqu'on se rappelle qu'Éric Ciotti a été à ce point-là isolé. Donc, il y a quand même j'ai envie de dire, des fissures idéologiques qui traversent les LR qui devront se régler en plein jour, et c'est pas forcément au désavantage du groupe macroniste, mais peut-être que ça pourrait être l'arroseur arrosé, finalement. Julie Ruiz, est-ce que le problème, finalement, c'est pas l'obsession permanente de la présidentielle ? C'est-à-dire que Laurent Wauquiez, comme Gabriel Attal, ne pense qu'à une seule chose, c'est à 2027, et puis finalement, ça bloque tout accord profond, je veux dire, au sein d'une coalition, avec parfois peut-être des députés qui voudraient travailler ensemble, mais leur chef qui par stratégie, on l'a vu sur la répartition des postes, eh bien, disent non, on veut rester chacun de notre côté pour pouvoir conserver nos chances d'être élus un peu plus tard. Mais ça, c'est la malédiction de la Ve République, si vous voulez. Si vous voulez. Après, oui, c'est ce qu'on voit, en tout cas, moi, ce que j'observe sur le budget, c'est que, notamment au sein du socle commun, si on peut l'appeler comme ça, on voit qu'il y a une tension très nette sur la question du bilan. En fait. C'est-à-dire que LR ne veut absolument pas s'associer à ce bilan-là, puisque c'est un bilan qui de toute façon va être rejeté, va être toxique. On va se souvenir effectivement du dérapage du déficit, on va se souvenir de la réforme des retraites qui est passée dans la douleur, on va même plus se souvenir de la loi immigration, mais on va se souvenir de la deuxième loi immigration qui a été votée 10 mois plus tard. Et on sent bien que c'est un bilan qui est toxique politiquement, sauf encore au sein des troupes macronistes, qui, autour de Gabriel Attal, voudrait partir des réussites sur l'emploi ou autre, pour construire, en fait, pour reconquérir le pouvoir. On le sent bien. Mais en politique et dans l'assemblée morcelée qu'on a là, quelle autre vision, quelle autre aspiration peut avoir une famille politique aujourd'hui? Peut-être qu'on cherche des responsables, alors j'en cherche. Je ne suis pas sûre que ce soit uniquement la présidentielle, c'est pas pour teaser notre troisième thème que je dis ça, c'est aussi la dissolution potentielle de l'année prochaine. C'est-à-dire que tout le monde a le sentiment d'être déjà en campagne pour les futures législatives anticipées que tout le monde a dans la tête. J'ajoute aussi un argument très populiste de la part de Marine Le Pen qui n'arrête pas de seriner dans le débat public que quand il y aura un nouveau président de la République, on pourra redissoudre avant la fin de l'année. L'article 12 restera l'article 12. Alors, votre avis, totalement impossible. C'est faux. Complètement. Ça, c'est constitutionnellement erroné. C'est-à-dire qu'on peut même élire un nouveau président de la République en janvier. On aura cette même Assemblée nationale jusqu'en juin. Mais je crois même, et c'est peut-être une unpopular opinion, mais je crois qu'il serait très malsain de dissoudre à nouveau en 2025. Parce que si on veut avoir une perspective justement de régime parlementaire, quand j'entends Marc Fesneau, et de coalition potentielle sur des textes, si on veut avoir un avenir législatif pour la France, et vous le disiez, c'est la malédiction de la Ve République, les seconds quinquennats sont de toute façon des moments de politique relativement faibles. Si on veut qu'il y ait ne serait-ce qu'un cadavre qui bouge encore un petit peu, je pense qu'il ne faut vraiment pas dissoudre en 2025. Donc la question doit se poser. N'oublions pas, on l'a vécu cet été, que la dissolution, c'est un pouvoir absolument présidentiel. Donc rien
n'oblige la main d'Emmanuel Macron pour dissoudre le 9 juin 2025. Et ça, je crois que les partis politiques ne l'ont pas encore bien compris aujourd'hui. Alors on parle de Emmanuel Macron et finalement de son affaiblissement également. Et il y a une campagne parallèlement qui est en train de se lancer, c'est celle pour la présidence de Renaissance. Elle oppose deux ex-premiers ministres, Elisabeth Borne qui est déjà déclarée et Gabriel Attal dont on attend encore la candidature. Ça devrait être dans les jours à venir, nous dit-on. Et derrière cette élection en apparence anodine, eh bien, c'est la question de 2027 qui se joue, puisque celui qui emporte le parti, finalement, met la main sur le processus de désignation du candidat du bloc central. John Tipsit, est-ce que vous pensez que Gabriel Attal, s'il se déclare, veut faire de Renaissance un outil de conquête présidentielle à son propre service? En tout cas, c'est ce qui semble se dessiner, puisque on voit que dans la Macronie, dans le camp présidentiel, dans le bloc central, appelez-le comme vous voulez, tous les prétendants déclarés ou putatifs ont déjà, soit ils ont déjà leur propre boutique, soit ils sont en train de mettre la main dessus. On voit que Édouard Philippe, depuis presque 3 ans, a fondé son parti et le façonne à travers un maillage territorial assez conséquent. Il est même officiellement candidat à la présidentielle désormais. Tout à fait. Il s'est déclaré dans une période un petit peu saugrenue, fin août, en pleine recherche d'un Premier ministre. On a vu que Gérald Darmanin, qui aussi montre quelques ambitions et a monté une sorte de mouvement de réflexion politique à mi-chemin entre le parti et le think tank qui s'appelle Populaire, et puis Gabriel Attal qui a été en quelque sorte tué par la dissolution, on y revient, devrait se lancer dans les prochains jours. Alors on attend, ça devrait potentiellement se faire via une lettre aux adhérents, et c'est vrai que ça fait plusieurs jours. C'est un secret polichinelle, il est déjà en campagne, il bat déjà le terrain, il va auprès des militants, etc. Question Wally Bordas, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de prendre le parti? Finalement c'est un parti un peu moribond. On a sorti cette information dans le Figaro la semaine dernière, 8500 adhérents, c'est dramatique quand même, 8500 adhérents pour un parti qui en comptait plusieurs dizaines de milliers après 2017. Et puis finalement, comment incarner la rupture face à Emmanuel Macron en reprenant sa créature politique? C'est compliqué quand même. Tel est le défi. Ce qui est sûr, c'est qu'un parti, c'est bien pour avoir des militants, pour avoir de l'argent. Et que le parti d'Emmanuel Macron a quand même encore des fonds. Donc ça sera un bon point de départ pour Gabriel Attal s'il veut mener une campagne présidentielle. Donc de ce point de vue-là, c'est une bonne idée. Ensuite, la rupture, effectivement, là va être le réel problème. D'autant que je trouve, de ce que je vois ces dernières semaines, que Gabriel Attal, pour l'instant, ne tente pas la rupture, que ce soit dans ses prises de position publiques comme dans la manière dont il évolue avec ses alliances à l'Assemblée nationale, etc. Il ne s'écarte pas, je trouve, du président de la République ou de son bilan. Il est même le premier à vanter tout ce qui a été fait sous le quinquennat, en tout cas celui où il a énormément participé en tant que ministre et Premier ministre. Donc c'est une vraie problématique pour lui. Le duel avec Elisabeth Borne, on voit bien que il n'y a pas vraiment finalement de match entre les deux. Les adhérents sont tous à peu près pour l'ancien Premier ministre Gabriel Attal. Elisabeth Borne, elle est plus dans une posture de se positionner un petit peu pour la suite, et puis aussi d'essayer de mettre des bâtons dans les roues à Gabriel Attal, qui a déjà obtenu le groupe à l'Assemblée nationale. Et ce qui est dit dans les principaux opposants à Gabriel Attal, parmi lesquels quand même Aurore Berger et pas mal d'anciens ministres. J'ai vu Yael Braun-Pivet s'était pas positionnée, mais qu'elle n'était pas partisane à ce qu'il devienne président du parti, c'est qu'il a déjà le groupe à l'Assemblée nationale. Voilà. Le côté cumul peut faire un peu mauvais genre. Effectivement, à l'Assemblée nationale, il y a énormément de travail pour un président de groupe. Il est d'ailleurs très présent dans les séances nocturnes. Compliqué de mener les deux combats de front. C'est d'ailleurs le même dilemme qui occupe actuellement Laurent Wauquiez pour la suite de la présidence Ciotti aux Républicains.
on sent qu'il n'a pas très envie d'y aller. Alors Julie Ruiz, puisqu'on parle de l'héritage d'Emmanuel Macron et de la trace qu'il va laisser, plusieurs proches des macronistes originels, on va dire, comme Richard Ferrand, disent notamment à Gabriel Attal, attention de ne pas jeter le bébé à Claude Dubin, j'ai envie de dire, et à ne pas participer à l'effacement du président de la République. Quelle trace, selon vous, laissera Emmanuel Macron dans l'histoire politique ? Est-ce que finalement, on ne retiendra pas, malheureusement pour lui en tout cas, eh bien, ce déficit extraordinaire qu'il a creusé ces derniers mois? Ça, effectivement, c'est un point noir de la politique économique d'Emmanuel Macron qui avait été présenté à l'époque, on se souvient, comme... Le Mozart de la finance. Le Mozart de la finance, effectivement, très cité par nos lecteurs. Donc, effectivement, c'est un grand point noir sur un thème qui était censé être son point fort. Après, moi, je pense que dans 50 ans, dans 100 ans, ce dont on se souviendra, c'est quand même cette épopée fantastique de 2017 du président, enfin du candidat qui émerge de nulle part et qui devient président à la faveur, on se souvient, d'une campagne qui avait été complètement folle, les révélations, enfin bref. Donc je pense que c'est ça, et donc ce qu'on retiendra, je pense, politiquement d'Emmanuel Macron, c'est la création de la Macronie. Alors, de cet espace central, du dépassement politique. De ce centre qui est devenu une force politique qui aujourd'hui est plus puissante, on le disait en tout cas à l'Assemblée, que la droite. Et en fait, la question de la succession d'Emmanuel Macron, c'est la question de l'avenir de ce mouvement-là, de cette idée politique qui était très neuve et qui est toujours très jeune à l'échelle de l'histoire politique de la Ve République. Et donc la question, c'est quelle est la culture politique qui va émerger de la Macronie après Macron, quoi. Anne-Charlotte Bézina, il faudra aussi une méthode, une culture politique, mais aussi une méthode de désignation, peut-être pour trouver un candidat unique. On a Gabriel Attal, Édouard Philippe, peut-être Gérald Darmanin. Alors Gérald Darmanin, d'ailleurs, il a dit « Moi, je suis favorable à une primaire ». Est-ce que ça peut être une bonne idée pour le bloc central ? J'ai l'impression que les primaires n'ont pas toujours donné de résultats, si l'on en croit les dernières qu'il y a eu dans les grandes forces politiques de droite, de gauche. Au contraire, ça a été vraiment un des éléments de dissolution, le terme est à la mode, des égos, des leaders. Et au fond, je ne crois pas que la primaire soit la bonne solution, mais on est quand même en train de choisir entre des anciens premiers ministres d'Emmanuel Macron. Moi, je trouve que c'est ça qui est assez navrant en termes de perspective du personnel politique et de stratégie de l'incarnation de la suite, en réalité. Parce que, Édouard Philippe, Elisabeth Borne, Gabriel Attal, ça dit quand même beaucoup de la recherche d'autre chose. J'ajoute que le quinquennat d'Emmanuel Macron n'est pas fini. 3 ans, ça peut être long, notamment pour insuffler peut-être que ce qui lui reste à faire, c'est le cap idéologique. C'est ça qui est le plus difficile, mais c'est souvent à ça que sert la fin de quinquennat, c'est d'arriver à restructurer en fait ce qui sera la famille qui succédera. Alors, on sait que Jacques Chirac a plutôt échoué avec ce duel entre Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy, mais qui justement a été à la faveur de cette nouvelle famille qui a été l'UMP. La question, c'est de savoir en fait à qui profitera cet après, quel est le cap qui sera donné. Est-ce que ça sera un cap justement de rigueur budgétaire? Est-ce que ça sera un cap d'ambition vers l'avenir, de réforme de l'État, etc., comme on l'avait ambitionné en 2017? En fait, il y a un grand paradoxe entre les deux quinquennats d'Emmanuel Macron. 2017 qui est plein d'espoir, 2022 qui est plutôt dans l'idée, on a eu ces 100 jours dès le départ qui sont dans quelque chose d'un peu poussif. Est-ce que la recréation viendra pas de la fin? C'est peut-être ça qu'il faut attendre en tout cas, parce que là, à l'heure actuelle, avec les successions de gouvernements, avec l'usure finalement de ce système parlementaire, c'est la figure présidentielle qui sera sous les feux des projecteurs, c'est-à-dire c'est de lui qu'on attendra l'issue de ce match. John Timsit. Mais surtout, la question qui se posera en 2027, c'est est-ce que le macronisme n'a été qu'une parenthèse? Autrement dit, est-ce que le clivage, le nouveau clivage, nouveau, il a quand même 7-8 ans, et le clivage qui a été installé en 2017, c'est-à-dire, pour schématiser, européen nationaliste, qui a été bâti sur les ruines du clivage historique entre la droite et la gauche, est-ce que ce nouveau clivage va
perdurer et va dépasser 2027 et Emmanuel Macron, ou est-ce qu'en 2027, ses successeurs ou les prétendants à l'Élysée vont vouloir, à l'inverse, s'inscrire dans un ancien schéma, à savoir le schéma traditionnel droite-gauche? Et si l'outsider, c'était Michel Barnier? Il y a eu un sondage ce week-end dans le JDD qui le donne le plus populaire dans les représentants à droite en vue de 2027. Il est devant Gabriel Attal, il est devant Édouard Philippe. Alors évidemment, c'est très conjoncturel. Qu'est-ce que vous en pensez, C'est sûr qu'il Walid Bordas? Depuis qu'il est arrivé, il a en quelque sorte insufflé quelque chose de nouveau qui nous rappelle le passé et qui... c'est un peu le retour de l'ancien monde. Voilà, le retour de l'ancien monde. Alors, en fait... j'ai l'impression que finalement, ces dernières années, le macronisme a fini par lasser énormément de monde, à gauche comme à droite. Le côté un peu agressif, offensif du dernier Premier ministre, pour le coup, Gabriel Attal, qui non sans talent, mettait des baffes à tout le monde en fait toute la journée, a fini par lasser les Français. Et on a l'impression que Michel Barnier, avec son style tout en douceur, tout en caresse... Alors il peut mettre des baffes, mais tout en mettant, voilà, c'est des baffes différentes. Un flegme un peu britannique, tout à fait. On a l'impression qu'il plaît pas mal. La question, c'est combien de temps Michel Barnier va-t-il rester aux responsabilités? Parce qu'un Premier ministre qui tombe au bout de 6 mois, après il tombe rapidement dans l'oubli. D'ailleurs, on voit bien que Gabriel Attal, qui n'est pas resté très longtemps en responsabilité, a du mal à survivre dans les enquêtes d'opinion et qu'il est un petit peu en chute libre ces dernières semaines. Donc oui, Michel Barnier est une idée. Il y en aura d'autres peut-être, vous le disiez tout à l'heure, il reste encore 2 ans et demi, 3 ans avant cette prochaine présidentielle. Moi, ce qui me marque, lors de la dissolution, on a vu une bonne partie de ceux qui ont envie d'être candidats pour la présidentielle se déclarer candidats pour venir à l'Assemblée nationale. On a eu le retour de François Hollande, on a eu le retour de Laurent Wauquiez, on a Gabriel Attal, Gérald Darmanin, Elisabeth Borne. Ce qui me marque, c'est que finalement, celui qui semble le plus distant par rapport à la situation actuelle, Édouard Philippe semble être également celui qui perd le moins de plumes en ce moment. Donc est-ce que finalement la stratégie d'être au cœur du chaudron était la bonne? On le saura plus tard, on le verra plus tard, mais en tout cas j'ai l'impression que Laurent Wauquiez comme Gabriel Attal ont un petit peu du mal à sortir un petit peu des coulisses de l'Assemblée. Alors c'est l'heure de la dernière partie de l'émission, les traditionnels coups de cœur, coups de grille. Je vais vous demander à chacun une actualité qui vous a marqué positivement ou négativement. On va commencer avec vous, Anne-Charlène, votre coup de cœur. Allez, c'est parti. Mon coup de cœur, c'est ce moment parlementaire où en fait on peut rire, on peut lâcher un petit peu la pression et être... comme on l'est souvent dans le Parlement de Westminster, dans cette espèce de bonhomie. Et c'est ce moment où on entend « Éric, tu n'es pas encore Premier ministre, tu n'es pas encore ministre », et où il y a eu ce faux aller-retour à la tribune. Et voilà, on a eu le sentiment qu'il y avait quelque part une manière de travailler ensemble. Et pour avoir souvent travaillé en Assemblée, à la buvette, ça se passe quand même très bien. Ça serait bien que ça se passe bien au Cénacle parlementaire et qu'on travaille main dans la main, comme on a su le faire sur un petit moment de boutade comme ça. Le coup de griffe. Le coup de griffe, c'est la commission d'enquête financière. À mon sens, une commission d'enquête n'est pas une commission permanente. Une commission permanente n'est pas une commission d'enquête. Et j'ai peur que s'installe dans le discours politique une tendance à considérer que l'opposition doit nécessairement se faire sur la culture du déni, du dénigrement, de l'illégitimité. Et ça, c'est quand même le terreau fertile du populisme, de l'atteinte à la confiance dans la démocratie. Et je crois qu'on a, alors pour ne pas citer tous les détails, la MEC, etc., il y a évidemment des missions d'information et des moyens de la Commission des finances qui sont exorbitants, qui lui auraient de toute façon permis de pouvoir obtenir les résultats dont la démocratie a évidemment besoin, mais pas comme ça. C'est de la communication selon vous? C'est de la communication, ça ressemble un petit peu au vocabulaire de la destitution. Il faut faire attention à la communication qui fait du mal à la confiance. Rapidement, Julie Ruiz, vous êtes d'accord sur ce sujet, sur la commission d'enquête parlementaire? En réalité, moi, je ne vois pas ce que cette commission d'enquête cherche.
Donc moi, c'est plus sur le fond. Alors, je ne me permettrai pas de m'exprimer sur la partie constitutionnelle de la chose. Mais sur le fond, je me demande ce qu'on cherche. On dépense trop, on ne gagne pas assez, on a des déficits. Pas la peine de faire une commission d'enquête. John, votre coup de cœur? Mon coup de cœur, c'est l'interdiction d'accès d'un collaborateur de la députée LFI Ercilia Soudet, qui se nomme Richie Thibault et qui, il y a quelques semaines, lors d'une manifestation pro-palestinienne, avait appelé à l'intifada. Pour nos téléspectateurs et notre public, je rappelle que l'intifada, c'est un appel au soulèvement en direction des Palestiniens contre les Israéliens. Et ça avait donné donc 2 intifadas à la fin des années 80 et au début des années 2000. Et donc je trouve que ce genre d'appel dans les rues de Paris, dans le climat qu'on connaît tous d'antisémitisme, je trouve que c'est suffisamment dangereux. Et donc je trouve que c'est une bonne chose que l'administration du Palais Bourbon ait décidé d'interdire l'accès à cet individu. Le coup de griffe de la semaine. Le coup de griffe, il concerne François Hollande, puisqu'on s'est rendu compte ces derniers jours que contrairement à beaucoup de ses collègues insoumis, socialistes, voire écologistes, il n'avait participé qu'à un seul vote. C'était le vote de la motion de censure après le discours de politique générale de Michel Barnier. Et donc quand on fait la comparaison parfois que Mathilde Panot a voté plus de 100 fois et que François Hollande n'a voté qu'une fois, je trouvais ça assez cocasse et peut-être qu'un ancien président ne devrait pas faire ça. Wally Bordas, c'est à vous, votre coup de griffe de la semaine. Allez, je commence par mon coup de cœur. Mon coup de cœur qui répond au coup de griffe de John. Moi, j'ai beaucoup aimé l'implication des députés de tout banc sur le budget. Je trouve qu'on critique souvent avec des accents un peu populistes l'absentéisme des députés et le fait qu'ils ne travaillent pas, qu'ils ne font rien. Là, cette semaine, ils ont travaillé de 9h à minuit tous les jours sans interruption et de manière, je dois le dire, assez courageuse que nous n'arriverions peut-être pas à faire. Donc voilà, ça c'était le coup de cœur. Et le coup de griffe? Et le coup de griffe, c'est contre un député, Frédéric Maillot, député de La Réunion, qui siège au sein du groupe communiste, et qui a pris la parole cette semaine pour critiquer l'expression « travail au noir », parce qu'il estimait qu'elle avait une connotation négative, voire elle avait des accents un peu racistes. Voilà, une nouvelle sortie un peu woke, alors que voilà, travailler au noir est une expression qui date du Moyen-Âge. À l'époque, on n'avait pas le droit de travailler la nuit, et donc les entreprises avaient trouvé une solution, c'était de travailler à la bougie. Et donc, voilà. C'est bon de rappeler l'origine de cette expression qu'on ne connaissait pas tous. Tout à fait, donc une expression qui n'est pas du tout raciste. Très bien. Julie Ruiz, votre coup de cœur de la semaine? Moi, je vais commencer par mon coup de griffe puisqu'il répond à celui de Wally. Moi, je joins quand même mon coup de griffe à celui de François Bayrou, qui a critiqué l'absentéisme, notamment des groupes centristes et particulièrement, paraît-il, du groupe macroniste. Et c'est vrai que même si on ne sait pas comment ce budget va être adopté, même si ça pourrait passer par 49.3 ou même par ordonnance, et que le gouvernement pourrait totalement avoir la main, je pense que c'est important d'assister au débat économique et sur comment on va percevoir des recettes et dépenser l'argent public. Et du coup, mon coup de cœur, c'est malgré tout sur ce parcours budgétaire, on a vu un grand moment de responsabilité il y a quelques jours, puisque voyant qu'on risquait de ne pas réussir à examiner tous les amendements, les groupes tous ont fait preuve d'une grande responsabilité en faisant tomber, en retirant plusieurs de leurs amendements. Et la responsabilité dans cette période trouble, ça fait plaisir à voir. Merci Julie Ruiz, merci à tous d'avoir participé ce soir à ce nouveau Club Politique. On se retrouve la semaine prochaine, 22h30, tous les lundis soirs, le Club Politique, sur le canal 34 de la TNT. Très belle soirée à vous et bonne nuit sur Le Figaro TV.